Salut les terriens. Alors ouais, je sais que vous commencez à vous impatienter avec le récent réassemblage des 2 étages du Starship. Vous pensez qu'on va pouvoir se concentrer tout de suite sur le 3e vol, mais vous savez par expérience que lorsqu'on est inspecteur des travaux, mieux vaut savoir s'armer de patience. Et oui, car pendant que les stars se pavanent sous le feu des projecteurs sur le pas de tir, des milliers de petites mains et des centaines de grosses machines œuvrent dans l'ombre pour que cette 3e tentative soit réellement couronnée de succès. Et ça tombe bien parce que c'est justement tout ce petit monde que nous allons visiter aujourd'hui. Allez, ne perdons pas de temps en bavardage et partons ensemble pour le Texas, sur le site de lancement où les derniers préparatifs sont en cours. Vous me suivez? Allez, c'est parti, on décolle pour Boca Chica. Vous vous dites peut-être que le look au rasoir du Cybertruck de Tesla n'a rien de très esthétique, que ça ressemble plus à un véhicule sorti tout droit d'un film apocalyptique ou d'un roman de science-fiction. Vous vous dites peut-être que ce véhicule, hormis son indéniable tranchant, ne donne pas l'impression d'avoir été conçu pour des routes apaisées des campagnes françaises. Mais admettons maintenant qu'on lui retire ses roues pour lui mettre des chenilles à la place. Admettons qu'il soit en mesure de se déplacer sur le sol caillouteux et chaotique d'un monde extraterrestre. Et si en fait le Cybertruck avait été conçu dans le seul but de rouler un jour sur Mars? Bon, vous allez dire que je m'égare? Ouais, vous avez peut-être raison, ou pas. Ce n'est pas le genre de Musk, après tout, de tout ramener à la colonisation de notre flamboyante voisine, hein. Bon allez, allons visiter à présent le fil de Zach Golden pour la chaîne CSI Starbase, avec ses images du 2e vol récemment divulgué par la NASA, et filmé depuis un avion de l'agence américaine, en l'occurrence ici le WB-57. Une vidéo effectivement très intéressante à suivre, ne serait-ce que pour cette toute nouvelle perspective sur la 2e tentative qui a eu lieu il y a déjà quasiment 3 mois, jour pour jour, le 18 novembre dernier. Un extrait qui a un goût de trop peu puisqu'il s'arrête net juste avant la séparation des 2 étages. Notez au passage que le 2e étage a perdu pas mal de tuiles. Bon, au final, ce ne fut pas un inconvénient, le regretté S-25 n'en ayant pas eu besoin puisqu'il a explosé en plein vol. Alors, même si les équipes de SpaceX ont pris extrêmement soin du bouclier thermique du S-28, j'avoue que je reste perplexe quant à la capacité du dispositif à tenir le coup la prochaine fois, lors de la rentrée atmosphérique. Mais qu'à cela ne tienne, je mise quand même sur un 3e vol réussi. Bon, vous me trouvez trop optimiste? Allez, pronostic ouvert dans les commentaires. Le PDG de SpaceX profitait d'ailleurs du dernier assemblage pour rappeler à nouveau l'objectif ultime de ce projet complètement fou. Nous élaborons un plan d'action pour amener 1 million de personnes sur Mars. Notre civilisation ne franchira le stade d'une seule planète habitable que lorsque Mars pourra survivre, même si les vaisseaux en provenance de la Terre cessent de la ravitailler. Bon, que vous croyez ou non à la colonisation de Mars, je vous rappelle qu'on a quand même une mission, les terriens, faire le tour des chantiers de la Starbase, et pour ne pas changer nos petites habitudes, commençons par le site de lancement. Toujours dans l'optique de faciliter les allées et venues des différents convois, avec leur lot de prototypes, pièces, structures et autres, les équipes de SpaceX s'appliquent désormais à viabiliser la porte D2, notamment pour permettre de faire passer les SPMT, les remorques les plus longues, à l'instar du dernier des réservoirs horizontaux livrés et installés dernièrement. Aventurons-nous un peu plus également et en profondeur sur le site de lancement en allant explorer les environs du pas de tir, et postons-nous tout de suite depuis les airs à l'exacte verticale de la table orbitale, l'OLM pour les intimes, qui pour rappel signifie Orbital Launch Mount. On est ici avec RGV Aerial Photography, quelques jours avant que les 2 étages n'aient été déposés dessus. Comme le dit lui-même Mauricio, c'est sans doute le cliché le plus clair et précis qui n'ait jamais pris du Stage 0, puisqu'il permet de voir parfaitement la circonférence intérieure de la table orbitale. Les survols de Mauricio sont toujours d'une aide précieuse quand on veut observer l'évolution des chantiers de la Starbase. Je vous invite donc à vous abonner à sa chaîne dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. C'est aussi l'occasion de voir les panneaux de protection en acier qui ont été remplacés, plus récents et donc plus brillants que les anciens. Si les 2 étages ont pointé le bout de leur nez avec un peu de retard, ce n'est pas pour rien si l'on en juge par les travaux de protection de la base de la tour orbitale qui semble être désormais terminée. Après avoir recouvert la partie la plus exposée de Mekazila d'un revêtement de béton, les équipes de SpaceX se sont appliquées à y fixer de nombreux panneaux verticaux d'acier. La tour devrait être désormais capable de subir des dégâts et impacts de toutes sortes lors des lancements. Du côté de l'extension de la ferme à Ergol, un préfabriqué qui sert de local électrique a soigneusement été rattaché à la grue, soulevé puis déplacé un peu plus loin. L'histoire ne dit pas si SpaceX compte lui réattribuer une nouvelle place dans les environs ou s'il s'agit d'un déplacement en raison des nombreux travaux de raccordement qui ont lieu dans cette partie du site de lancement.
De l'autre côté, le mur de protection, récemment construit de part et d'autre, conçu pour faire rempart aux ondes de choc et autres projections provenant du pas de tir qui pourraient endommager le réseau cryogénique de la ferme à ergols, a finalement fait la jonction entre deux de ses parties, avec ici un coffrage prêt pour accueillir le béton. Un nouveau chantier a démarré il y a peu, juste devant les réservoirs horizontaux de l'extension de la ferme à ergols, une excavation et des ouvriers travaillant pour accorder, sans doute, les réseaux cryogéniques. Le nouveau bâtiment, près du système du déluge et qui au passage a amputé une partie du parking adjacent, reçoit les soins de nombreux ouvriers, actuellement encore sur le pont pour finir sans doute la construction de cet ouvrage à temps, c'est-à-dire avant que 33 Raptors ne crachent leurs flammes sur le pas de tir. Et oui, autant vous dire que ces échafaudages ne tiendront pas le coup bien longtemps lors d'un lancement, donc encore un peu de patience, nous n'allons pas tarder à voir ce chantier terminé et savoir enfin ce que SpaceX compte faire de ce nouveau bâtiment. Enfin, pour terminer ce tour du site de lancement, une autre pompe à oxygène a été livrée et déposée devant la ferme à ergols en fin de semaine dernière. D'ailleurs, c'est un peu le talon d'Achille de la ferme à ergols, les pompes étant souvent sujettes à des avaries ou des pannes. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que nous assisterons à ce petit manège. Rendons-nous à présent sur le site de Sanchez, dont le rôle clé parmi l'ensemble des sites de la Starbase se dessine peu à peu au fur et à mesure de nos tours d'inspection. En effet, Sanchez est de moins en moins chaotique et ressemble de plus en plus à un lieu de stockage, d'entrepôts fermés ou ouverts. Bref, une logistique en arrière-cour indispensable au bon fonctionnement d'une production de prototypes de masse. La construction des différents stands pour boosters ou vaisseaux se poursuit donc, et on y découvre régulièrement de nouvelles structures dont on ne connaît pas encore la fonction, à l'instar de ce cercle divisé en 18 rayons capturés par les caméras de RGB Aerial Photography, et donc Chrome Kiwi a tout de suite repéré 3 points de fixation coïncidant curieusement avec les 3 points que le vaisseau et la section Hot Staging utilisent pour se verrouiller sur le booster. Selon ce dernier, il pourrait s'agir d'un stand de transport mobile ou non qui serait à terme utilisé dans la Star Factory. Comme toujours, on vous tiendra informé de cela dès que nous aurons plus d'éléments à vous transmettre sur le sujet. Lors de news légères en compagnie de Jessica Kirsch, nous avions fait la route en sa compagnie du site de production au site de lancement. L'occasion au passage de nous rendre compte de l'encombrement monumental des bas-côtés de la Highway 4, saturé de véhicules, et pour cause, le nombre des employés au sein de la Starbase allant croissant et aucun parking suffisamment grand n'ayant encore vu le jour, il fallait bien s'atteler à la tâche un jour ou l'autre. C'est ce que semblent faire ici les ouvriers en aménageant de véritables places individuelles. Bon, on est bien d'accord, ça ne suffira pas, mais c'est déjà ça. Si le site de Sanchez est dédié au stockage, à l'organisation et à la construction de la logistique nécessaire au site de production, ce dernier, lui, comme son nom l'indique, est dédié à la production des 2 étages du Starship. C'est donc, vous vous en doutez, le moment de faire le point sur les différents prototypes. Regardez bien cette section de ce futur booster, le B14 si nos calculs savants sont bons, puisqu'il sera sans doute le premier de la première version des boosters si on part du principe qu'une V2 accompagnera inévitablement la V2 des 2e étages. Ainsi, le B14 devra accompagner le S32 lors de la 7e tentative, si l'entreprise continue bien sûr de suivre cette logique. Bon, ça c'est valable si on part du principe que le S26 restera bien un article test destiné à de simples expériences au sol, ce qui pour le moment semble bien être le cas. À suivre de près donc, et quel plaisir au passage de retrouver les Ring Watchers qui ont repris du service dernièrement, avec leurs différentes infographies fort utiles lorsqu'on veut savoir où on en est dans la production des prototypes. L'arrivée du B10, la star du moment sur le pas de tir récemment, suivi de près par le S28 qui l'a rejoint presque immédiatement, nous ferait presque oublier les récentes modifications apportées par les équipes de SpaceX sur le booster. Des mises à jour qui ne sont tout de même pas passées inaperçues pour la Padre, qui grâce à ses clichés nous permet d'observer de près 2 nouvelles bandes de soudure qui sont apparues depuis son retour dans le Mega B au tout début du mois dernier. Alors, c'est une info à mettre au conditionnel, mais on se demande sérieusement si, comme pour le B9, qui lui aussi arborait le même type de soudure juste avant son vol, l'entreprise n'aurait pas décidé de renforcer à nouveau cette partie du B10, qui pour rappel correspond à la section de poussée du booster. Est-ce un dispositif d'autant plus renforcé qu'il permettrait d'éviter ainsi l'effet marteau d'eau que nous avons pu observer lors de la dernière tentative et qui a valu au B9 une fin funeste? Là aussi, affaire à suivre. Pour ce qui est des boosters B12 et B11, tout comme le B13 caché dans l'angle gauche du bâtiment, ils sont restés bien à l'abri dans le ventre du premier méga B, et pour les vaisseaux, eux aussi très discrets ces derniers temps, et pour la plupart regroupés dans le High B, mis à part pour le S29 qui est toujours à l'abri dans le palace du second méga B, il y a eu très peu de mouvements également. Enfin je dis ça, mais sauf pour l'un d'entre eux, le S28 bien évidemment, et nous allons revenir là-dessus car je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue de voir la conception d'une fusée surpuissante et 100% réutilisable se dérouler sous nos yeux. Donc pour résumer, juste après l'assemblage, le S28 s'est retrouvé déposé à nouveau au pied de la table orbitale, laissant son camarade, le B10 tout seul.
En effet, tout était allé très vite le week-end dernier, avec d'abord le B10 qui a été installé sur l'OLM, puis le S28 qui l'a rejoint pour être déposé à son tour sur son booster. D'ailleurs, il y a eu quelques problèmes d'alignement, du coup il a de nouveau été très légèrement soulevé, et je vous laisse au passage écouter ce bruit d'emboîtement. Voilà, mais oh surprise, dans la nuit de dimanche à lundi, le S28 a été retiré, que dis-je, arraché au bras de son compagnon de vol, ce qui a quelque peu modéré notre enthousiasme naissant, mais comme nous vous l'évoquions en milieu de semaine, c'est une chose à laquelle SpaceX nous a pas mal habitués avant chaque tentative. Était-ce les derniers réglages sur le QD-Arm? La nécessité de faire passer un dernier tir statique au S28, qui je vous le rappelle a vu quelques-uns de ses moteurs être changés? Il se pourrait également que la section Hot Staging, qui a donné tant de fil à retordre aux équipes avant le deuxième vol, soit encore une fois incriminée. Bon, au final, d'après les informations qu'on a eues, ce serait bien le QD-Arm le seul responsable de ce contretemps. C'est donc après une inspection, une énième vérification, que le vaisseau a pu de nouveau rejoindre son premier étage, et je vous laisse au passage admirer cette magnifique prise de vue par SpaceX, avec en prime une petite annonce de l'entreprise. Bon, vous me direz, on l'aura deviné, que SpaceX se préparerait, et je dis bien se préparerait à un wet dress rehearsal avant le troisième vol. Non, sans blague. Bon, je plaisante, mais les terriens de tous les vols précédents, et pour rappel, cette troisième tentative risque d'être la plus intéressante à bien des égards. D'abord parce que le S28 devra atteindre l'espace, mais surtout y rester un minimum de temps. Déjà pour tester le transfert d'Ergol dans son propre jeu de réservoir, et ensuite pour déposer un satellite Starlink et, nous l'espérons tous, revenir intact sur Terre. Puisqu'on y est, petite parenthèse, NASA Spaceflight a demandé à la FAA où en était la procédure d'investigation devant déboucher, si tout se passe bien, sur une autorisation de vol pour SpaceX. Bon, je vous la fais courte, la réponse est la suivante, SpaceX n'ayant pas encore rendu les résultats de sa propre enquête concernant la deuxième tentative de vol, il nous faudra attendre encore un peu. Ce qui rend la troisième tentative en février pratiquement impossible, surtout qu'Elon Musk a indiqué sur les réseaux que la troisième tentative de vol aurait lieu dans environ 3 semaines. Peut-être faudra-t-il attendre le début du mois de mars pour une autorisation, alors encore un peu de patience. Revenons à notre point sur les prototypes. Comme l'indique ici cette infographie de Ring Watchers, on sait effectivement que le S30 et le S31 ne devraient pas tarder à rejoindre le site de Massey pour compléter leur campagne de tests cryogéniques. Mais avant cela, un prototype averti en vaut 2, et c'est sans doute pour cela que les ouvriers dans le High Bay, où les vaisseaux sont stationnés, se sont affairés avec beaucoup de précautions sur le bouclier thermique du S31, que vous voyez ici capturé par les objectifs des caméras de NASA Spaceflight. Ce vaisseau, pour rappel, volera en compagnie du fameux B13, dont nous vous avons parlé il y a quelques instants. Et puisque nous parlions à l'instant des gigantesques hangars situés juste à côté de la Star Factory sur le site de production, rendons-nous tout de suite sur place. La future pouponnière à prototype ne cesse de croître, et si vous nous suivez régulièrement, vous savez à quel point ces travaux sont importants si l'entreprise veut réussir à terme à produire suffisamment d'étages pour sa fusée. Un chantier qui avance très rapidement avec les camions toupies qui ont désormais pris possession du lieu, et qui, dans un concert de poussière et de bruit, n'ont cessé de faire des allers-retours pour verser leur béton sous l'ossature encore dénudée de l'extension de la Star Factory. Mais ce n'est pas tout, car en hauteur, quelques dizaines de mètres au-dessus, le travail se poursuit également, avec ici l'apport de nouveaux piliers de soutènement. La porte du premier mégabay semble être au point, et à plusieurs reprises ce week-end, les caméras de l'Apadré ainsi que celles d'autres observateurs de la Starbase ont capturé ce dispositif en pleine action. Avec une météo assez venteuse ces derniers jours à Boca Chica, il ne semblerait pas étonnant qu'il s'agisse réellement de protéger l'intérieur et non pas d'effectuer des tests, le système de porte déroulante ayant l'air de fonctionner à merveille. Bon, faudra quand même penser à fermer l'espace en haut, oui là, et je ne voudrais pas que nos boosters prennent froid, Enfin, pour terminer ce tour d'inspection, rendons-nous sur le site de Massey où l'équipe de Mauricio a pu observer une nouvelle structure. Certains, comme Chrome Kiwi, supposent, attention ici, il s'agit juste de projections, rien de bien certain pour l'instant donc, que les équipes de SpaceX envisageraient d'utiliser les poutres d'acier de cette mystérieuse structure afin de former une ossature solide pour un éventuel futur déviateur de flammes qui redirigerait ces dernières vers le haut et hors de la tranchée. L'ensemble serait certainement équipé d'un système de suppression d'eau. Bon, encore une fois, je le redis, ce ne sont que des suppositions, nous verrons bien comment va évoluer le site, affaire à suivre donc. Et voilà les terriens, merci encore pour votre participation au tour d'inspection des chantiers du programme Starship le mercredi et le samedi sur cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase. Si vous regardez l'émission depuis la chaîne principale, et bien surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à la nouvelle, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et m'aider à faire grandir le journal de l'espace, eh bien rien de plus simple, il vous suffit de partager cette vidéo sur les réseaux, de nous laisser un petit commentaire d'encouragement, d'activer la cloche de notification et bien sûr de faire briller le pouce en l'air de YouTube.
Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.